Welcome back. Today we are joined by Professor John Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons le professeur John Mearsheimer pour discuter d'un excellent discours que vous avez récemment prononcé au Parlement européen sur l'avenir sombre de l'Europe. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. C'est toujours un plaisir, Glenn. Donc encore une fois, vous vous êtes rendu en Europe pour expliquer pourquoi un avenir radieux ne nous attend pas. Mais selon vous, quelles sont les sources de cet avenir sombre qui nous guette? Dark future waiting us. Eh bien, j'ai principalement parlé de l'environnement géopolitique. J'aurais pu parler de la démographie et des conséquences du faible taux de natalité en Europe pour l'avenir, car je pense que cela va engendrer toutes sortes de problèmes à venir. Mais je n'en ai pas parlé du tout, j'ai parlé de géopolitique. Mon argument est que l'Europe est en grande difficulté pour deux raisons, toutes deux liées au fait que la stabilité européenne dépend largement de la présence d'une importante force militaire américaine sur le continent. Les États-Unis y jouent le rôle de pacificateur, et en réalité, c'est l'OTAN qui compte. Et quand on parle de l'OTAN, on parle d'une alliance dominée par les États-Unis. Il est très important de comprendre que les élites européennes, depuis très longtemps, ont compris qu'il était essentiel de maintenir l'OTAN intacte. Ce qui revient à dire qu'il est important de garder les États-Unis profondément engagés en Europe, car nous jouons le rôle de pacificateurs. Nous empêchons les Européens de se battre entre eux. Nous résolvons les grands problèmes d'action collective auxquels les Européens sont confrontés. Et d'ailleurs, Glenn, lorsque la guerre froide a pris fin, l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis et leurs alliés d'Europe occidentale ont poursuivi l'élargissement de l'OTAN était qu'ils voulaient placer le parapluie de sécurité américain au-dessus de la tête des Européens de l'Est comme de l'Ouest et transformer l'Europe en une vaste zone de paix. Mon point de départ ici est qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance, pour les Européens et pour la stabilité de l'Europe, de maintenir l'engagement profond des États-Unis sur le continent européen. Or, ce que j'ai dit dans le discours, c'est qu'il existe deux forces qui s'opposent au maintien de la présence américaine en Europe. La première est qu'il y a eu un profond changement dans la répartition du pouvoir au sein du système international. Comme nous nous en souvenons tous, durant les années 1990 et approximativement les 20 premières années de ce siècle, nous avons vécu dans un monde unipolaire. Et dans ce monde unipolaire, les États-Unis pouvaient aisément maintenir des forces de grande envergure en Europe. Mais ensuite, avec l'avènement de la multipolarité, je dirais vers 2017, et surtout avec la montée en puissance de la Chine, les États-Unis se sont retrouvés face à un concurrent de même niveau. Cela a exercé une forte pression sur les États-Unis pour qu'ils se tournent vers l'Asie, pour reprendre la célèbre expression de Hillary Clinton en 2011. Mais si l'on se tourne vers un endroit, on se détourne d'un autre. Et nous allons nous tourner vers l'Asie en raison de cette répartition mondiale du pouvoir qui a émergé ces dernières années. En même temps, cependant, de puissantes forces nous poussent à nous détourner de l'Europe. Nous ne voulons pas dépenser de précieuses ressources en Europe, car nous n'y faisons pas face à un concurrent de même niveau. La Russie n'est pas un concurrent de même niveau. La Chine, elle, l'est. Par conséquent, il existe une puissante contrainte structurelle qui pousse les États-Unis à transférer des ressources de l'Europe vers l'Asie de l'Est. Cela va à l'encontre du besoin, ou plutôt, cela réduit la probabilité que le pacificateur américain reste en Europe. C'est donc la première force qui s'oppose à notre maintien significatif en Europe. La deuxième force, c'est la guerre en Ukraine. En réalité, pour que les États-Unis restent en Europe, il était très important que l'Europe et les États-Unis entretiennent de bonnes relations et puissent coopérer étroitement sur toutes sortes de questions diplomatiques, politiques, militaires,
et même économiques. Mais la guerre en Ukraine a provoqué d'énormes difficultés sur ce plan. Et comme nous pouvons le constater dans les récentes négociations, les Européens s'opposent aux États-Unis sur la manière de gérer la question ukrainienne. L'administration Trump veut mettre fin à la guerre en Ukraine, et Trump ainsi que son équipe souhaitent se réorienter vers l'Asie. Ils veulent se concentrer sur la menace chinoise en Asie de l'Est. Ils ne veulent pas rester en Europe en aussi grand nombre que nous l'avons fait depuis, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils veulent se réorienter. Et les mauvaises relations qui se sont développées entre les États-Unis d'un côté et les Européens de l'autre ont évidemment irrité l'administration Trump et lui ont donné une motivation supplémentaire pour en finir avec les Européens, pour simplement se laver les mains de l'Europe. Ainsi, deux forces jumelles sont à l'œuvre. D'une part, le changement dans la répartition mondiale du pouvoir, qui nous incite fortement à quitter l'Europe pour nous tourner vers l'Asie. Et ensuite, deuxièmement, à la suite de la guerre en Ukraine, on observe une détérioration des relations politiques ou diplomatiques entre les États-Unis et l'Europe, ce qui nous incite davantage à quitter l'Europe et à la laisser assurer sa propre sécurité. Mon argument est que cela n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Et le dernier point que je voudrais aborder, et nous pourrons en discuter davantage, est que les Européens, les Américains et les Ukrainiens n'atteindront jamais un accord de paix significatif concernant l'Ukraine. Cette guerre se réglera sur le champ de bataille. On aboutira à un conflit gelé, et les relations entre l'Europe et la Russie seront empoisonnées pour un avenir prévisible. Ces relations empoisonnées créeront évidemment une situation de grande instabilité en Europe. Ainsi, l'avenir de l'Europe semble assez sombre sur le plan géopolitique. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la sécurité européenne s'est organisée autour de la présence des États-Unis sur le continent. C'est le pilier principal de la sécurité européenne, et c'est pourquoi cela semble aussi être devenu la stratégie principale en Ukraine. Pour les Européens, tout accord ou toute stratégie consiste à se demander comment pouvons-nous impliquer davantage les Américains dans cette guerre. L'hypothèse est que si nous obtenons un engagement ferme, la volonté de l'Amérique de rester dans cette guerre, cela mènera d'une manière ou d'une autre à la victoire, car les États-Unis disposent de ressources infinies et de toutes les capacités nécessaires. Cela semble être l'hypothèse. Mais nous nous retrouvons aussi dans un récit étrange, car nous devons dire que les Russes essaient de convaincre les Américains que la Russie est un adversaire stratégique des États-Unis. Alors, nous inventons toutes ces histoires sur des drones partout. Et oui, eh bien, la menace traditionnelle, l'inflation. Mais ce n'est pas très convaincant, je suppose, parce que la Russie n'est pas l'Union soviétique. En même temps, nous devons aussi dire aux Américains que s'ils consacrent simplement les ressources nécessaires, ils gagneront, car la Russie est faible. Nous nous retrouvons donc dans cette position contradictoire, où la Russie doit être crainte, mais est aussi désespérément faible. Alors, que devrait faire l'Europe, selon vous? Quelles sont ses options? Parce que je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'avantage de la présence des États-Unis en Europe a toujours été qu'ils jouent le rôle d'apaisant. Cela facilite la coopération en Europe, l'harmonisation de ces pays très différents, et empêche que nous nous retournions les uns contre les autres. De plus, bien sûr, les États-Unis offrent une sécurité à bas coût. Ils proposaient autrefois des accords commerciaux très avantageux. Vous savez, ceux qui s'y opposaient soulignaient toujours le fait que nous devenions trop dépendants d'un rival extérieur pour maintenir l'alliance. Mais que la présence américaine en Europe soit une bonne ou une mauvaise chose semble hors de propos. L'époque, comme vous l'avez dit, touche à sa fin.
les États-Unis disposent d'un pouvoir relativement moindre et leurs intérêts ainsi que leur attention stratégique se déplacent. Alors, que peut réellement faire l'Europe à ce stade si nous acceptons la réalité, à savoir que, dans un monde multipolaire, l'Amérique aura d'autres priorités pour ses ressources plus limitées? Eh bien, je pense que si vous jouez la carte de l'Europe, vous avez deux objectifs ici. Le premier est de mettre fin à la guerre avec la Russie et de faire tout ce qui est possible pour éviter d'entretenir des relations empoisonnées à l'avenir. Je veux dire, laissons de côté les États-Unis un instant. Si l'on réfléchit aux relations entre la Russie et l'Europe aujourd'hui et à ce qu'elles risquent de devenir à l'avenir, il est difficile d'imaginer autre chose que des relations empoisonnées. Les Russes auront de très fortes incitations à semer le trouble en Europe. Et les Européens, compte tenu de la situation actuelle et de l'avenir probable qui les attend, auront de puissantes incitations à créer des difficultés pour les Russes, en particulier dans ces régions de l'Est de l'Ukraine que les Russes ont annexées. Vous allez donc vous retrouver dans une situation où les Russes et les Européens chercheront tous deux à se causer toutes sortes d'ennuis. Les Russes, par exemple, feront tout leur possible pour semer la discorde entre les pays européens. Ils feront tout leur possible pour semer la discorde dans les relations transatlantiques. Et étant donné la complexité politique de l'Europe, les Russes auront de nombreuses occasions de semer le trouble. En même temps, les Européens feront toutes sortes de choses pour causer des problèmes aux Russes, et ils collaboreront avec les Ukrainiens, qui eux aussi feront toutes sortes de choses pour causer des problèmes aux Russes. Et puis, par-dessus tout cela, comme nous en avons déjà parlé, il existe en Europe de nombreux points de tension où une guerre ouverte pourrait éclater entre un pays européen ou plusieurs pays européens et la Russie. Si l'on pense à l'Arctique, la Baltique, Leningrad, la Biélorussie, la Moldavie et la mer Noire, sans parler de la guerre en Ukraine qui pourrait reprendre une fois qu'elle sera devenue un conflit gelé, c'est toujours une possibilité. Il y a donc ici de nombreux foyers de tension inscrits dans ce contexte géopolitique empoisonné, ce qui à mon avis est très inquiétant. Ce que je veux te dire, Glenn, c'est que du point de vue européen, les Européens ont tout intérêt à modifier fondamentalement leurs relations avec la Russie. Est-ce possible à l'heure actuelle? La réponse est non, et c'est pourquoi l'avenir est si sombre sur ce plan. Ensuite, il y a le deuxième grand enjeu, à savoir la manière dont l'Europe gère ses relations avec les États-Unis. Comme nous venons d'en parler, il est dans l'intérêt de l'Europe de maintenir une forte implication américaine sur le continent, de conserver une présence militaire américaine en Europe, ce qui revient à dire garder le tétine américaine en Europe. Cela va être difficile à faire. Il n'y a pas eu de grande crise en Asie de l'Est ces dernières années, donc les États-Unis n'ont pas eu à y accorder beaucoup d'attention et ont pu se concentrer premièrement sur le Moyen-Orient et deuxièmement sur la guerre en Ukraine. Mais si une crise majeure devait survenir à un moment donné en Asie de l'Est, ce qui est certainement possible, voire probable, l'incitation pour nous à opérer un pivot serait très forte. Et je pense qu'il sera donc très difficile pour les Européens, avec le temps, de maintenir l'implication des États-Unis en Europe. De plus, comme je l'ai déjà dit, la guerre en Ukraine a des effets néfastes sur les relations entre les États-Unis et l'Europe. L'administration Trump veut mettre fin à la guerre et fait de gros efforts pour trouver un compromis avec les Russes. Les Européens, en revanche, ne veulent absolument pas faire de concessions aux Russes. Si l'on examine le plan de paix en 28 points proposé par l'administration Trump et qu'on le compare à celui également en 28 points que les Européens ont présenté en réponse, ils sont très différents.
on voit clairement que les Européens sont presque totalement en désaccord avec l'administration Trump, qui cherche à conclure un accord avec les Russes. Les Européens, évidemment, si l'on regarde leur plan en 28 points, n'ont aucun intérêt à conclure un accord avec les Russes. Et Trump est donc très en colère contre les Européens, tout comme il l'est contre les Ukrainiens. La question qu'il faut se poser est de savoir où tout cela mène, car il lui reste plus de 3 ans de mandat. Cela contribuera à une détérioration supplémentaire des relations entre les deux parties. Il serait donc logique que les Européens puissent mettre fin à la guerre en Ukraine, fassent tout leur possible pour accommoder les Russes, simplement afin que les relations entre l'Europe et la Russie ne soient plus aussi empoisonnées qu'elles le sont actuellement et qu'elles s'améliorent avec le temps. De plus, mettre fin à cette guerre permettrait d'améliorer les relations entre les États-Unis et l'Europe. Et les Européens pourraient faire des efforts pour convaincre les Américains de maintenir des troupes en Europe. Eh bien, il semble que depuis les années 1990, nous ayons toujours été conscients de l'opposition de la Russie aux efforts visant à créer une Europe sans elle. Mais l'intention, je pense, ou la solution, a toujours été d'aller de l'avant, que ce soit à propos de l'élargissement de l'OTAN, de la défense antimissile, de quelque aventure militaire ou d'une révolution de couleur. L'hypothèse a toujours été que la Russie devrait s'adapter à de nouvelles réalités. Alors nous le faisions simplement, nous le présentions aux Russes, et ensuite, vous savez, ils devaient s'adapter. Et plus nous devenions forts, plus l'hégémon collectif grandissait, plus il était probable que les Russes devraient s'adapter, étant donné que c'est le seul jeu possible. Je pense que c'est pour cela que la nouvelle répartition du pouvoir choque autant les Européens. Non seulement les Américains ont désormais d'autres priorités et s'intéressent moins à ce continent, mais en plus, pour les Russes, qui ne sont plus les seuls acteurs en jeu, il existe désormais d'autres lieux possibles pour la coopération économique et les alliances politiques. Et je crois que c'est cela qui les déstabilise. J'ai vu un discours du Premier ministre finlandais, Stubb, qui expliquait à certains collègues asiatiques que la multipolarité n'était pas une bonne chose, car elle engendre de la concurrence. Nous ne devrions pas l'avoir, comme si, en quelque sorte, je ne voyais pas bien comment on pourrait négocier une sortie de la multipolarité en tant que répartition du pouvoir. Devraient-ils simplement remettre leur argent et leurs armes aux Européens? Ce n'était pas très clair quel était l'objectif. On dirait presque que cette pensée normative, un peu utopique, est placée au-dessus de tout. Je me demandais, voyez-vous la contre-proposition européenne sous cet angle? Parce que la contre-proposition européenne, encore une fois, n'était qu'une longue liste de souhaits de ce qu'ils voulaient, sans jamais vraiment aborder ce que la Russie voulait. Ce qui est, encore une fois, la première fois que l'on voit le perdant d'une guerre essayer d'en dicter les conditions. C'est assez étrange. Je veux dire, ils voulaient tout. L'élargissement de l'OTAN, des garanties de sécurité, aucune concession territoriale, des réparations russes. En somme, c'était essentiellement un appel à la capitulation de la Russie à un moment très étrange, étant donné qu'un consensus plus ou moins croissant émerge aujourd'hui selon lequel la Russie a gagné la guerre. Oui, et j'ajouterais à cela que la proposition initiale de Trump, le premier plan en 28 points, prévoyait une armée ukrainienne limitée à 600 000 soldats. Cela aurait été inacceptable pour les Russes. Mais la proposition européenne fixait la limite à 800 000 soldats, ce qui montre clairement que les Européens avançaient un plan dont ils savaient qu'il serait inacceptable pour les Russes. Cela n'allait nulle part. Mort-né, comme on dit souvent. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe ici. On pourrait soutenir que les Européens veulent poursuivre la guerre puisqu'ils y sont désormais profondément engagés.
Les soldats européens, eux, ne meurent pas. Et ils pensent qu'il est logique d'essayer de tenir bon, de garder les Américains impliqués, et qu'à un moment donné, les Russes abandonneront, parce que les Russes souffrent énormément. Mon Dieu, les pertes que subissent les Russes sont tout simplement incroyables. Comment ils peuvent continuer au jour le jour est difficile à comprendre. C'est leur point de vue, qui n'a absolument aucun rapport avec la réalité. Je veux dire, c'est juste, vous savez, insensé. Il suffit de lire les récits des batailles qui se déroulent à Pokrovsk. Les Russes ne perdent pas un nombre énorme de soldats, ils en perdent un petit nombre. Regardez simplement comment les batailles dans ces villes sont menées. Donc c'est délirant. Maintenant, je pense qu'il est très important de souligner, Glenn, que ce que les Européens et les Américains ne comprennent pas, c'est que cette guerre est existentielle pour les Russes. Les gens en Occident pensent que les Russes ont déclenché cette guerre parce qu'ils ont une tendance impérialiste, qu'ils voulaient conquérir du territoire en Ukraine, faire de l'Ukraine une partie d'une grande Russie, et ils n'ont pas réussi. Mais nous pensons que nous pouvons conclure un accord où ils obtiendraient un peu de territoire, qui serait satisfait et que l'histoire s'arrêterait là. C'est ainsi que nous voyons les choses. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas ainsi que les Russes voient la situation. Du point de vue russe, il s'agit d'une menace existentielle, ce qui se passe en Ukraine, et ce que l'Occident essaie de faire en intégrant l'Ukraine à l'Occident, à l'OTAN, à l'Union européenne, pour en faire une démocratie libérale pro-occidentale. C'est tout simplement inacceptable pour les Russes. C'est une menace existentielle. Ils la perçoivent comme une menace pour leur survie. Cela signifie qu'ils ne vont pas faire de compromis sur leurs exigences pour mettre fin à la guerre. Vous savez, on lit souvent que les gens en Occident reconnaissent que les exigences de la Russie n'ont pas changé. Elles sont les mêmes depuis le début de la guerre. Eh bien, cela veut dire quelque chose. Cela montre qu'il s'agit d'une menace existentielle du point de vue russe. Et c'est pourquoi leurs exigences n'ont pas changé, et elles ne vont pas changer. Ils régleront cela sur le champ de bataille. Poutine a clairement indiqué qu'il préfère en réalité mener ce combat sur le champ de bataille plutôt que d'essayer de le résoudre diplomatiquement. Il comprend probablement que toutes ces manœuvres diplomatiques ne sont qu'une perte de temps. Bien sûr, il doit y participer, car il doit paraître raisonnable, à la fois aux yeux de ses alliés et de ceux de l'Occident. Mais il sait sûrement que cela ne mènera nulle part, car encore une fois, l'Occident refuse simplement d'accepter que du point de vue de la Russie, ce qui se passe en Ukraine constitue une menace existentielle. Et bien sûr, du point de vue ukrainien, ce que les Russes veulent en termes de revendications constitue une menace existentielle. Je le comprends parfaitement. On peut tout à fait comprendre pourquoi les Ukrainiens ne veulent pas céder aux exigences russes. Ils considèrent ce que veulent les Russes comme une menace existentielle, ce qu'elle est. Ainsi, vous avez deux pays, l'Ukraine et la Russie, qui voient chacun l'autre comme une menace existentielle. Et les Européens soutiennent les Ukrainiens jusqu'au bout, sans montrer le moindre intérêt à reculer. Alors, comment parvenir à un accord dans ces conditions? La réponse est, on n'y parvient pas. Oui, j'ai remarqué. Il me semble que le fait de ne pas reconnaître qu'il s'agit d'une menace existentielle pour les Russes est vraiment au cœur de certains de nos problèmes et de nos illusions. Parce que si cette question était abordée, soudainement, toutes nos stratégies devraient être repensées. Mais malgré tout, le slogan depuis le début a toujours été « Si la Russie quitte l'Ukraine, alors la guerre est terminée ». Mais toute cette logique s'effondre si l'on reconnaît que non, en réalité, si l'OTAN entre en Ukraine,
La guerre est loin d'être terminée pour les Russes. C'est encore une fois quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Mais l'idée que tout cela concerne le territoire est également étrange, car cela n'est devenu une question territoriale qu'à la suite de l'échec à rétablir la neutralité de l'Ukraine jusqu'en 2022. C'est très étrange, car on peut démontrer avec des faits que personne à Moscou ne formulait de revendications territoriales, pas même sur la Crimée, avant 2014. Alors, que s'est-il passé en 2014? Pourquoi, soudainement, un jour, Poutine se serait-il réveillé en voulant restaurer l'Union soviétique ou l'Empire russe? Non, bien sûr que non. C'était le renversement de Yanukovych. Tu sais, cela devrait sembler aller de soi, mais nous avons créé cette bulle en Occident où, si tu fais preuve de bon sens, on te considère comme pro-russe, parce que cela reviendrait soi-disant à excuser ce que les Russes ont fait. Mais je voulais revenir au plan en 28 points de Trump. D'après le Financial Times, il n'en reste plus que 19 après sa conversation d'hier avec Zelensky et les Européens. Penses-tu que Trump va de nouveau basculer vers des politiques plus dures à l'égard de la Russie? Et y a-t-il ici un quelconque succès? Ou restes-tu sur l'idée que cette guerre se résoudra sur le champ de bataille? Permettez-moi de faire quelques remarques. Tout d'abord, si vous regardez le plan initial de 28 points de Trump, il y a en réalité 3 plans ici. Il faut être clair pour les téléspectateurs sur ce qui se passe. Il y a le plan de 28 points que l'administration Trump a présenté pour lancer le processus. Ensuite, les Européens ont répondu avec leur propre plan de 28 points. Et maintenant, nous avons un troisième plan, qui est un plan de 19 points impliquant uniquement l'Ukraine et les États-Unis. La raison pour laquelle il ne compte que 19 points et non 28, c'est qu'un grand nombre de questions, en réalité presque toutes les questions clés, n'ont pas été convenues dans ce plan de 19 points entre l'Ukraine et la Russie. Et le président Trump et le président Zelensky vont soit se rencontrer dans le bureau ovale, soit parler au téléphone pour régler ces questions litigieuses. Ce sont les 3 plans qui circulent actuellement. Et bien sûr, le plan en 19 points est celui qui compte le plus en ce moment. Mais commençons par le premier plan, le plan Trump, le plan en 28 points. Trump, ou plutôt l'administration Trump, a été vivement critiqué pour avoir proposé un accord qui aurait soi-disant offert aux Russes à peu près tout ce qu'ils voulaient. Je ne crois pas que ce soit vrai. J'ai lu très attentivement le plan original en 28 points de l'administration Trump, et à mon avis, il est catégoriquement inacceptable pour les Russes sur presque toutes les questions essentielles. Et si l'on regarde la taille, parlons des 3 grandes questions. La taille de l'armée russe et la taille initiale de l'armée ukrainienne autorisée dans le plan initial en 28 points du président Trump. C'est l'un des 3 enjeux clés, car il est lié au désarmement, le désarmement de l'Ukraine. La deuxième grande question concerne le territoire. Et la troisième grande question est l'OTAN. Savoir si l'Ukraine fera partie de l'OTAN. Ce qui est lié à toute la question des garanties de sécurité. Ce sont donc les 3 grandes questions, le désarmement, le territoire et les garanties de sécurité, ou l'OTAN. En ce qui concerne la taille de l'armée ukrainienne, le plan Trump indique qu'elle peut compter 600 000 soldats. C'est la limite. C'est inacceptable pour les Russes. C'est une force bien plus importante que celle qui faisait l'objet des négociations à Istanbul en mars et avril 2022. Deuxièmement, en ce qui concerne le territoire, il est dit que l'Occident reconnaîtra le contrôle de facto de la Russie sur le Donbass. Et bien sûr, on demandera aux Ukrainiens d'évacuer les zones du Donbass qu'ils contrôlent actuellement. Mais ces zones du Donbass que l'Ukraine abandonnera seront transformées en zones démilitarisées.
Il est donc très important de comprendre ce qui se passe ici. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance de jure, comme l'exigent les Russes, c'est une reconnaissance de facto. De plus, la Russie n'obtient pas le contrôle des zones du Donbass que l'Ukraine évacue. Elles deviennent une zone démilitarisée. C'est donc tout simplement inacceptable pour les Russes. Ensuite, concernant la question de l'OTAN et des garanties de sécurité, le point numéro 3 stipule qu'il n'y aura pas d'adhésion à l'OTAN, que l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. Très bien. Mais si l'on regarde les points numéro 5 et numéro 10 de l'accord initial en 28 points, on voit que le point numéro 5 prévoit que l'Ukraine bénéficiera de garanties de sécurité fiables. Et le point numéro 10 précise essentiellement que les Américains accordent à l'Ukraine une garantie de sécurité solide. Il est indiqué que si la Russie envahit à nouveau ou attaque l'Ukraine, il y aura une réponse militaire décisive et coordonnée. Cela relève bien de la garantie américaine, n'est-ce pas? Il y a une section, la section 10, appelée la garantie des États-Unis. Elle stipule que si la Russie attaque à nouveau l'Ukraine à l'avenir, il y aura une réponse militaire décisive et coordonnée. C'est une véritable garantie de sécurité, n'est-ce pas? Les Russes n'accepteront pas cela. C'est tout simplement inacceptable. Il y a d'autres dispositions dans ce plan en 28 points qui sont inacceptables pour les Russes. Je ne vais pas les détailler ici, car ce n'est pas nécessaire, puisque, comme je l'ai clairement indiqué à propos des questions de territoire, de désarmement et de garantie de sécurité, l'accord initial est inacceptable. C'est donc là que tout commence. Ensuite, on examine la réponse européenne, qui est bien pire du point de vue russe. Et enfin, on considère la troisième version, qui est l'accord en 19 points entre l'Ukraine et les États-Unis. C'est celui-ci qui est le plus important pour le moment. Cela laisse ouverte la question de ce qui sera fait en matière de garantie de sécurité. Cela laisse ouverte la question de ce qui sera fait en matière d'adhésion à l'OTAN. Cela laisse ouverte la question de ce qui sera fait concernant le territoire. Et le seul sujet sur lequel ils doivent dire quelque chose est le désarmement. Comme je l'ai déjà dit, nous avons apparemment accepté de lever la limite de 600 000 soldats, ce qui va conduire à un chiffre de l'ordre de 700 000 ou 800 000, catégoriquement inacceptable pour les Russes. Donc, l'idée que les Ukrainiens et les Américains élaborent maintenant un accord qui dépendait d'ailleurs des Européens, mais que les Ukrainiens et les Américains vont trouver un accord qui satisfasse les Russes, auquel les Russes accepteraient de se rallier, me paraît extrêmement improbable. Zelensky n'accepterait jamais un accord qui rendrait les Russes heureux. Oui, eh bien, il y a encore plus de problèmes avec cela. Les États-Unis ont donné des garanties de sécurité à l'Ukraine qui ne sont censées pas s'appliquer si l'Ukraine attaque la première. Cependant, sous un dirigeant politique comme Joe Biden, par exemple, il est très difficile d'imaginer qu'un dirigeant occidental admette que c'est l'Ukraine qui a attaqué en premier. Pendant cette guerre, nous avons vu, par exemple, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia être attaquée à plusieurs reprises. Et chaque fois, nos dirigeants politiques et les journalistes affirment que c'est probablement la Russie qui s'attaque elle-même. Je veux dire, il est très difficile de voir une quelconque condamnation dirigée contre l'Ukraine, car cela risquerait d'être perçu comme un soutien à la Russie. C'est presque impensable. Nous irons très loin pour faire semblant, encore une fois, que la Russie se bombarde elle-même si nécessaire. Mais tout l'accord, avec les garanties de sécurité, place désormais l'OTAN comme un non-participant, se contentant de maintenir les garanties. Cependant, du point de vue russe, ils considèrent cela comme une guerre par procuration, l'OTAN utilisant les Ukrainiens. Et de notre côté,
de Boris Johnson à Marco Rubio, ils ont également confirmé qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Cela permettrait donc à l'OTAN de continuer à considérer l'Ukraine comme plus ou moins un puissant proxy, peut-être 600 000 ou 800 000 soldats. Et si nous devions un jour avoir des conflits avec les Russes à l'avenir, et vous avez mentionné d'autres points de tension possibles, alors nous pourrions toujours réactiver l'Ukraine. Il est donc très difficile d'imaginer que les Russes acceptent d'avoir cette épée suspendue au-dessus de leur tête à l'avenir, en espérant que l'OTAN ne l'utilisera pas contre eux. Et les Européens eux-mêmes ne cachent pas vraiment le fait qu'ils ne veulent pas la fin de cette guerre. Il se pourrait donc que la guerre reprenne plus tôt que prévu. Il est très difficile de comprendre pourquoi il n'y a aucun intérêt à trouver un terrain d'entente, car je suis d'accord, les Ukrainiens auraient besoin d'une certaine garantie. Ils ne vont probablement pas le comprendre, que la Russie n'attaquera pas de nouveau. Mais les Russes ont aussi besoin d'être rassurés sur le fait que l'OTAN n'ira pas en Ukraine pour relancer le conflit. Il n'y a toutefois aucun réel intérêt à essayer de trouver un terrain d'entente. Cela m'amène à ma question. Comment évaluez-vous le plan de Trump pour la suite? Va-t-il essayer de rapprocher progressivement Zelensky de l'acceptation de ce projet principal? Va-t-il ignorer les Européens et compte-t-il sanctionner les Russes pour les rallier à sa position? Comment le voyez-vous avancer à partir de maintenant? Eh bien, la question à 64 000 $ est de savoir si Trump peut proposer un plan ou une proposition que les Russes jugeront acceptable. C'est la seule question vraiment intéressante à ce stade. Trump peut-il élaborer un plan qui satisfasse les Russes, ou du moins qui s'en approche suffisamment pour que de véritables négociations puissent commencer? Comme je l'ai dit, et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler du plan initial proposé par Trump, il n'en était pas proche. Il est très important de comprendre que le plan initial qu'il a présenté, celui pour lequel il est critiqué par des gens en Occident, en Europe et par les Ukrainiens, était loin de répondre aux exigences de la Russie. Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'il est revenu sur ses positions. L'idée qu'il puisse avoir des conversations téléphoniques avec Zelensky ou se rencontrer à la Maison-Blanche pour élaborer un plan qui satisferait les Russes n'est pas un argument sérieux. Cela n'arrivera tout simplement pas. Trump n'est pas assez habile et ne dispose pas du capital politique nécessaire pour y parvenir. Il n'y aura donc pas d'accord que les Russes accepteront. Cette affaire se réglera sur le champ de bataille. Je trouve toutes ces négociations maladroites, insensées, difficiles de comprendre ce que les gens ont en tête. Oui, c'est ce qui est étrange, parce que dans les médias occidentaux, il y a cette spéculation sur le fait que la Russie aurait réellement rédigé l'accord de paix et l'aurait remis à Witkov. Mais encore une fois, si l'on écoute la version russe, il ne l'aurait pas accepté. C'est donc un argument très étrange à avancer. Bien sûr, on ne peut pas vraiment... Enfin, je pense que les Européens sont un peu coincés, car ils aimeraient dire « la Russie ne l'acceptera pas, donc nous pouvons les blâmer ». D'un autre côté, ils en sont tellement consternés qu'ils veulent nous faire croire que ce sont les Russes qui l'ont écrit. C'est donc une situation très étrange dans laquelle se trouver. Mais encore une fois, si nous voulons comprendre ce que les Russes accepteraient réellement dans un accord de paix, puisqu'ils ne cessent de dire qu'il faut s'attaquer aux causes profondes, quelles seraient ces causes profondes en termes de traduction dans un véritable accord de paix? Je me demande simplement, si nous partons du point de vue russe, existe-t-il une voie, quelle qu'elle soit, vers une solution diplomatique à cette guerre?
Qu'exigerait un tel accord de paix sur la base des demandes russes visant à traiter les causes profondes? The Russian demands to look at the root causes. Well, 2 points. Because the Russians Eh bien, view 2 points. Ukraine as Les Russes Western considèrent homeland, l'Ukraine comme un bastion occidental à leurs frontières, et comme ils jugent cela inacceptable, ils insistent pour que l'Ukraine ne puisse pas faire partie de l'OTAN et ne bénéficie d'aucune garantie de sécurité significative. Ils exigent également que l'Occident reconnaisse de jure leur annexion des 4 oblasts de l'Est de l'Ukraine ainsi que de la Crimée. Et les Russes insistent pour que l'Ukraine soit désarmée au point de ne plus représenter une menace offensive pour la Russie. Ce sont des exigences non négociables. Elles ne le sont tout simplement pas. Voilà pour le premier point. Deuxième point, il est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas vraiment d'une guerre par procuration. Vous utilisez le terme « guerre par procuration ». En réalité, les États-Unis, les Européens et les Ukrainiens sont en guerre contre la Russie. Nous sommes impliqués dans une guerre. Nous, en Occident, ne tirons pas sur les gâchettes ni n'appuyons sur les boutons, mais à tous les autres égards, nous sommes profondément engagés dans ce conflit. Et les Russes croient qu'ils sont en guerre contre nous. Cela signifie que cette menace existentielle ne se limite pas à la question de savoir si l'Ukraine fait partie de l'OTAN ou dispose de garanties de sécurité. Il y a une histoire bien plus vaste en jeu ici. Les Russes doivent réfléchir à la manière dont ils vont faire face à cette menace mortelle venant de l'Occident et de l'Ukraine à l'avenir. C'est pour cela que l'avenir de l'Europe est si sombre. Et nous avions une chance d'y mettre fin, n'est-ce pas? Cela aurait été assez facile à faire en avril 2022, à un moment où des progrès significatifs étaient réalisés. Mais nous, en Occident, et ici nous parlons principalement des États-Unis et de la Grande-Bretagne, avons dit aux Ukrainiens de se retirer parce que nous pensions pouvoir vaincre les Russes. Puis la guerre s'est intensifiée, et il faut comprendre, Glenn, qu'elle s'est intensifiée de 2 manières très fondamentales, par la taille et par la qualité des forces combattantes des 2 camps. Vous avez commencé avec des armées relativement petites, mais ces armées ont grandi et sont devenues assez redoutables au fil du temps, tant les Ukrainiens que, bien sûr, les Russes. L'armée russe d'aujourd'hui est une force de combat bien plus redoutable, en termes de taille et de qualité, qu'elle ne l'était en 2022, n'est-ce pas? Il y a donc eu ce type d'escalade, une escalade dans la taille et la qualité des forces militaires des 2 côtés, mais aussi une escalade dans les objectifs des 2 camps, n'est-ce pas? Les Russes ne se contentent plus maintenant d'un accord semblable à celui qui était sur la table à Istanbul en avril 2022. Ils comprennent qu'ils veulent au moins ces 4 oblasts, plus la Crimée, et plus ils y réfléchissent, plus ils veulent d'autres oblasts. Et ils veulent aller très loin pour s'assurer qu'ils détruisent l'Ukraine, qu'ils en fassent un État croupion dysfonctionnel. Encore une fois, cette guerre est allée bien plus loin qu'elle ne l'était en avril 2022. On aurait pu conclure un accord à ce moment-là. L'idée qu'on puisse facilement en conclure un maintenant, ce n'est tout simplement pas envisageable. Vous avez été, vous, en Occident, nous, en Occident, engagés dans une guerre majeure contre la Russie depuis 2022. Cela fera 6 ans en février. Enfin, 4 ans en février, excusez-moi, 4 ans. C'est, vous savez, comme la Première Guerre mondiale. C'est une guerre énorme. Se retirer de cela, conclure un accord, va être vraiment difficile. Vous savez comment la Première Guerre mondiale s'est terminée? Elle ne s'est pas terminée par un accord. Elle s'est terminée lorsque les Allemands ont abandonné. Ils ont été vaincus sur le champ de bataille. Vous êtes dans une situation analogue ici. Et en plus de cela, pour revenir à mon point de départ,
Le fait est que nous ne reconnaissons pas qu'il s'agit d'une menace existentielle pour la Russie. Nous refusons de voir la guerre à travers leurs yeux et de conclure un accord qui les prenne en compte. Donc, encore une fois, cela va se régler sur le champ de bataille. Vous allez vous retrouver avec un conflit gelé, et ce conflit gelé sera suivi de relations politiques empoisonnées. La Russie d'un côté, l'Europe et les États-Unis de l'autre. Et il y aura un grand potentiel de conflits futurs, de futures guerres ouvertes, car il existe de nombreux points de tension, y compris une possible reprise de la guerre en Ukraine. C'est un excellent point à soulever cependant. Tous ces accords étaient ceux que les Russes étaient prêts à conclure à Istanbul, et ils portaient principalement sur l'absence de l'OTAN. C'était tout. Mais depuis 2022, le principal changement, bien sûr, c'est que l'OTAN est entrée en guerre. Cela m'amène à ma dernière question, car l'OTAN est allée en guerre contre la Russie. Nous avons rejeté la paix. Et même maintenant, on en est arrivé au point où, comme vous le suggérez, ou comme je le pense aussi, une solution diplomatique semble très improbable. Donc si cela doit se résoudre sur le champ de bataille, par une solution militaire, et que la Russie est en train de gagner, que se passera-t-il alors pour l'Europe après cette guerre? Parce que nous sommes allés en guerre contre la Russie, et que la Russie a gagné. L'Europe a perdu cette guerre. Qu'est-ce que cela signifie pour l'architecture de sécurité européenne, ou pour la sécurité européenne tout court? Eh bien, une grande question est de savoir ce qu'il advient du sucette américaine. Si la sucette américaine disparaît ou est fortement réduite, et que les Européens se retrouvent livrés à eux-mêmes, ils devront assurer leur propre sécurité. Et là, on se retrouve face à de vrais problèmes. En laissant de côté les Russes, il y a déjà toute la question de la manière dont les pays européens se rapportent les uns aux autres. Comme tu le sais, Glenn, nous aimons parler de l'Europe comme si c'était une entité politique unique. Mais ce n'est pas le cas. Ursula von der Leyen aimerait le croire et pense qu'elle dirige la politique étrangère de l'Europe. Mais l'Europe est une constellation de pays et ce sont encore des États souverains. Et si vous retirez la tétine américaine, chacun de ces pays se retrouve livré à lui-même. Les problèmes d'action collective refont immédiatement surface et la manière dont ils envisagent leur sécurité variera d'un pays à l'autre. Ensuite, vous ajoutez la menace russe. Rappelez-vous, les Russes auront un puissant intérêt à semer le trouble en Europe, pas nécessairement un trouble militaire, pas une menace de conquête du continent. Mais ils provoqueront toutes sortes de difficultés politiques, diplomatiques et économiques en Europe, car les Européens feront de même à l'égard des Russes. Ainsi, des tensions sont à prévoir en Europe aussi loin que l'on puisse voir. Comme je l'ai déjà dit, je ne vois tout simplement pas comment il pourrait y avoir une issue heureuse pour les Européens, à moins qu'ils ne parviennent à modifier fondamentalement leurs relations avec la Russie, à moins qu'ils ne changent profondément leur manière de penser l'Ukraine, qu'ils concluent un accord sur l'Ukraine, ou qu'ils amènent les Ukrainiens à en conclure un, avec le soutien des Européens puis des Américains, et qu'ils s'efforcent ensuite, au cours des prochaines décennies, d'améliorer leurs relations avec la Russie. C'est le meilleur résultat possible. Mais je ne vois aucune preuve que cela soit en train de se produire ou que cela soit susceptible de se produire. Je pense que c'est exactement le contraire qui va arriver. C'est pourquoi je vous ai dit, et c'est ce que j'ai déclaré dans mon discours au Parlement européen, que l'Europe a, selon moi, un avenir géopolitique sombre. Laisse-moi glisser une dernière question quand même. Bien sûr. Pourquoi en est-on là? Parce qu'en Ukraine même, on voit aujourd'hui de plus en plus de voix s'élever pour dire qu'il faut mettre fin à tout cela. Je veux dire, l'ancienne porte-parole de Zelensky est sortie en disant « Nous devons accepter cet accord en 28 points
car aussi horrible soit-il, la situation ne fera qu'empirer chaque jour qui passe. Et pourquoi écoutons-nous les Européens qui nous disent de continuer à nous battre? Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus d'influence géopolitique, ils ne parlent même pas aux Russes. Pourquoi continuons-nous le combat? Mais c'est une excellente question, tout de même. Pourquoi les Européens ont tellement à perdre en poursuivant la guerre contre la Russie? Et encore une fois, nous avons déjà tenté notre chance. Cela a mal tourné. Pourquoi redoublons-nous d'efforts alors qu'il n'y a aucune voie vers la victoire? Je souligne toujours que je comprends très bien ce que font les Américains. Ils ont cherché à affaiblir un rival stratégique. Cela n'a pas fonctionné. Alors ils se retirent et laissent la main aux Européens. Je peux comprendre les Ukrainiens. Ils mènent une guerre existentielle. Je comprends les Russes. Eux aussi mènent une guerre existentielle. Mais les Européens, comment se fait-il qu'ils soient les plus obstinés? C'est très déconcertant pour moi. Je ne pense pas que les Européens soient les plus obstinés. Je veux dire, les Ukrainiens sont incroyablement obstinés. On pourrait avancer, comme tu le suggérais, que les Ukrainiens font face à une menace existentielle, contrairement aux Européens. On peut donc expliquer l'obstination des Ukrainiens, mais pas celle des Européens. Ce qui se passe ici, Glenn, pour revenir à un point que j'ai évoqué il y a quelques minutes, c'est qu'une fois les négociations d'Istanbul effondrées et la guerre intensifiée, et une fois qu'elle a duré 4 ans, comme c'est le cas, il devient extrêmement difficile, et je choisis mes mots avec soin ici, il devient extrêmement difficile pour les Européens, les Ukrainiens ou les Russes de conclure un accord. Prenons simplement le point de vue des Russes. Ils comprennent que l'Occident et l'Ukraine représentent une menace mortelle. Si vous regardez simplement ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années, comme vous le savez bien, les Ukrainiens, avec la permission des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont envahi la mer Russie. Ils ont envahi la mer Russie depuis l'Ukraine. De plus, ils ont lancé des missiles sur une des composantes de la triade nucléaire stratégique dont disposent les Russes, n'est-ce pas? Ce sont vraiment des événements d'une grande importance. L'Occident a également clairement indiqué qu'il voulait vaincre la Russie en Ukraine. Et avec cette défaite, associée aux sanctions, il veut mettre les Russes à genoux et les exclure du rang des grandes puissances. C'est notre objectif. Nous l'avons clairement affirmé. C'est pourquoi nous avons dit aux Ukrainiens de se retirer d'Istanbul. Nous pensions pouvoir porter un coup décisif à la Russie. C'est pour cela que nous avons dit aux Ukrainiens de partir. Voici à quoi les Russes sont confrontés. Et les États-Unis sont un pays incroyablement puissant et impitoyable, dirigé par Donald Trump. Donc si vous êtes les Russes, vous avez un très fort intérêt à prendre autant de territoires ukrainiens que possible, pour consolider votre position en vue d'un futur conflit, pour vous assurer que l'Ukraine soit dévastée, afin qu'elle ne représente pas une grande menace pour vous, et pour l'empêcher de rejoindre soit l'OTAN, soit l'UE même. C'est la structure d'incitation russe à ce moment précis, et c'est le résultat de toute l'escalade qui a eu lieu depuis Istanbul. Ensuite, si l'on se place de l'autre côté, on peut comprendre, comme nous en avons déjà parlé, du point de vue ukrainien, pourquoi ils ne veulent pas perdre définitivement 4 oblasts, plus la Crimée. On peut comprendre pourquoi ils ne veulent pas être désarmés au point de ne plus pouvoir se défendre contre les Russes. On peut comprendre pourquoi ils veulent rejoindre l'OTAN, ou du moins obtenir des garanties de sécurité, et pourquoi ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas avoir ces garanties. C'est compréhensible. Les Ukrainiens sont donc intransigeants. Et puis, il y a les Européens. Et cela, bien sûr, vous intéresse particulièrement. Mais ce que je dirais, Glenn, c'est que les Européens se sont profondément impliqués dans cette guerre.
Certes, ils ne meurent pas sur le champ de bataille, ils ne tirent pas sur les gâchettes, mais les Européens sont engagés dans cette guerre depuis le début. Et ce serait un coup terrible pour l'Europe s'ils perdaient la guerre. Et ce serait un coup terrible pour l'OTAN s'ils perdaient la guerre. Et encore une fois, l'OTAN représente l'engagement américain envers l'Europe. Si cette guerre conduisait à la désintégration de l'OTAN, cela reviendrait essentiellement à dire que ce serait la fin du rôle de pacificateur des États-Unis en Europe. Les Européens ne veulent pas de cela. Ils veulent gagner cette guerre, ils veulent que ce soit une grande victoire pour l'OTAN, ou au moins une impasse qu'ils puissent ensuite présenter comme une forme de victoire, afin que, vous savez, l'OTAN se sente valorisée, que les Américains restent en Europe, et ainsi de suite. Les Européens sont donc profondément engagés dans cette guerre. Cela nous ramène aux Américains. Trump et Vance sont, je pense, fondamentalement d'accord avec vous et moi. Je veux dire, je pense qu'ils comprennent ce conflit d'une manière très similaire à la nôtre. Je ne les qualifierai pas de loups solitaires, mais il n'y a pas beaucoup de personnes au sein de l'appareil de sécurité national américain qui partagent leur point de vue. Le Congrès est rempli de super faucons. Trump a été entouré de gens comme Keith Kellogg, Marco Rubio et divers autres super faucons. Ainsi, Trump a beaucoup de mal à naviguer dans les eaux pleines d'obstacles à l'intérieur des États-Unis, sans parler du fait qu'il doit aussi gérer les Ukrainiens et les Européens. Et il y a aussi des limites à ce que Trump est prêt à concéder. Il ne peut tout simplement pas conclure un accord qui donnerait aux Russes tout ce qu'ils veulent, car cela finirait par se retourner contre lui dans son esprit. Alors, il propose ce plan original en 28 points dont nous avons parlé, qu'il pense que les Russes accepteront volontiers. Mais comme je le disais, les Russes ne seront pas satisfaits. Donc il ne peut pas se sortir de ce pétrin, n'est-ce pas? Il essaye. Je veux dire, ce n'est pas exactement Machiavel, mais il essaye, et il n'y parvient pas. Et le résultat final, c'est que cette situation va simplement continuer jusqu'à ce qu'il y ait une victoire russe. Une victoire laide sur le champ de bataille, puis une sorte de conflit gelé, suivi de relations politiques empoisonnées entre la Russie d'un côté et l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis de l'autre. Je pense, Glenn, que tu m'as déjà entendu le dire, quand on repense à cette décision d'avril 2008 d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN et à ce que cela a entraîné. Et le fait que nous ayons redoublé d'efforts à chaque étape, en particulier en ce qui concerne Istanbul en avril 2022, il est tout simplement difficile de croire à quel point nous avons été insensés et à quel point ces différentes décisions, bien sûr, en commençant par la grande de avril 2008, ont été catastrophiques. Je ne vois aucune fin aux problèmes liés à cette question, aussi loin que l'on puisse voir. Maintenant, je peux me tromper, et espérons que je me trompe. Espérons que j'ai complètement tort, que mon analyse soit profondément erronée et que je passe à côté de l'évidence. Espérons-le. Mais je vais vous dire, j'y ai longuement réfléchi. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec des gens comme vous, Alexander, et ainsi de suite. Et je déteste le dire, mais je pense que mon analyse, aussi pessimiste soit-elle, est correcte. Eh bien, malheureusement, je partage aussi votre analyse. Le titre de votre discours, « L'avenir sombre de l'Europe », est tout à fait approprié. Vous dressez en effet un tableau très sombre. Alors John, merci comme toujours. Je sais que tout le monde souhaite avoir un peu de votre temps, donc j'apprécie que vous ayez pris le temps de nous parler. Avec plaisir, Glenn. Merci de m'avoir invité, et merci de revenir sur toutes ces questions encore une fois, aussi déprimantes soient-elles.